RMC, After Angleterre, Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenue dans l'After Angleterre en podcast audio et en vidéo désormais depuis plusieurs semaines maintenant sur vos box SFR Free, sur vos télés connectés, sur l'appli RMC BFM Play et sur la page YouTube de l'After. Cette semaine, l'After Angleterre toujours avec Julien Laurent. Salut Jules. Salut Nico, salut à tous. Que vous ne verrez pas cette semaine puisque nous sommes dans un autre studio très ponctuellement. Retrouvez notre studio podcast dès la semaine prochaine. Rémi Dumont est là également, journaliste RMC Sport. Salut Rémi. Salut tout le monde. Messieurs, le 25 mai prochain marquera la fin d'un cauchemar, l'ultime journée de la saison épouvantable en première ligue d'un club, Tottenham, 5e la saison dernière, 16e cette saison à 5 journées de la fin. Comment les Spurs ont réussi à faire pire pour l'instant que Manchester United et comment Manchester United sont-ils capables de remporter la Ligue Europa? Faut-il quoi qu'il arrive mettre un terme à l'aventure d'Ange Postecoglou, le coach des Spurs? Vous écoutez l'After Angleterre spécial Tottenham, c'est parti. Alors Tottenham, quelques chiffres pour illustrer la catastrophe de cette saison en Première Ligue. 33 matchs, 37 points, 18 défaites, seulement 11 victoires, 16e de Première Ligue, pas menacé par la relégation car les 3 promus ont été catastrophiques, comme la saison précédente. On part sur le pire classement de l'histoire de Tottenham en PL depuis 1993-1994, c'est dire à quel point c'est historique. Julien, au-delà de Tottenham, sincèrement, est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros crash de l'histoire de la Première Ligue au regard du budget des Spurs également, qui sont top 5 budget Première Ligue Ouais, c'est vrai qu'on a le meilleur centre d'entraînement du pays, quasiment, avec Leicester, on va dire, et sûrement le plus beau stade du pays, l'un des plus beaux stades en Europe. En plus d'être grand, avec 60 000 places, c'est un bijou de modernité, de tout ce que tu veux, quoi. Donc ouais, j'ai regardé un petit peu, même l'année du titre de Leicester, et l'année suivante, il passe donc de premier à 12e, donc c'est quasiment pareil, tu perds 12 places, bah voilà, là tu es 5e à 16e, donc tu perds 11 places, c'est quasiment pareil. Et c'est pas Leicester Tottenham aussi, c'est voilà, une grande différence. Tout à fait, tout à fait. C'est une équipe dont tous les ans, elle vise le top 4, le top 5, c'est son ambition, c'est son objectif, c'est là où elle doit être, c'est là où c'est à ce niveau-là qu'elle appartient finalement, cette équipe-là. Elle devrait être tous les ans en Ligue des Champions, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et pourtant, cette saison, c'est peut-être la pire de toutes, pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une longue chute un peu aux enfers de la part de cette équipe-là. 665 millions d'euros de budget, 4e budget d'Angleterre. Tout va bien, tout va mal. Alors comment on en est arrivé là? C'est pour ça qu'on voulait en parler cette semaine. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Manchester United, on parle très peu de Tottenham, qui trouve le moyen de faire pire pour l'instant. C'est ça qui est le plus impressionnant en fait dans cette saison. United paye encore plus sa légende que Tottenham, qui, on le rappelle, un palmarès pas loin du néant. Il y a une Coupe des Coupes, il y a 62 ans, et une Coupe de la Ligue. C'est ça, c'est en 2008. Ouais, et puis c'est surtout qu'il y a même des comptes sur Twitter et X donc, qui s'amusent à compter le nombre de jours qui séparent le jour où Tottenham a gagné son dernier trophée à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est sérieux. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cet effectif? Certes, on n'est pas sur le groupe qui a amené le club, notamment en finale de Ligue des Champions en 2019, époque Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Moussa Dembélé. Mais Postecoglou a de la matière, Julien, quand même. Il y a une jeunesse prometteuse, 2-3 cadres également. On va détailler l'effectif. C'est quoi le souci majeur selon toi cette saison? Alors, je pense que c'est facile de pointer du doigt l'entraîneur, bien sûr, on va commencer par là, on est bien obligé. Ouais. Postecoglou, qui est pour sa 2e saison, lui qui a toujours répété qu'il gagnait toujours quelque chose lors de ses 2e saisons, partout où il est passé. Tu l'as dit, il a encore une chance en Ligue Europa, bon courage à eux, mais sinon c'est catastrophique, c'est simplement catastrophique. Alors oui, il y a eu des blessures qui à un moment ont vraiment fait beaucoup de mal à ce groupe-là, à cette équipe-là, l'ont beaucoup handicapé, ça c'est sûr, mais c'est pas tout, parce que même quand il y avait tout le monde, ils n'étaient pas bons, même depuis que tout le monde est revenu, ils sont pas bons non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, et pour moi le problème principal, ça reste Ange Postecoglou. Quand il est arrivé la saison dernière, il a apporté un vrai vent de fraîcheur, il y avait quelque chose de nouveau, c'était bien, sauf qu'à un moment, on a tous compris très vite ce en quoi son style et sa philosophie en quoi ça consistait, oui, c'est ça. Ouais. Ce qui était, tout le monde attaque, tout le monde court vers l'avant, personne ne défend, personne ne revient vers l'arrière, tout le monde va vers l'avant. Il y a un moment, en Écosse ça peut passer, au Japon ça peut passer, en Australie ça peut passer. J'ai rien contre ces championnats-là, mais la Première Ligue c'est pas possible. Mais ça veut dire, c'est un mec têtu jusqu'au bout, à l'extrême, qui à aucun moment n'a voulu s'adapter à la Première Ligue, Julien. C'est ça son vrai problème. Pourquoi ne veut-il pas évoluer? Pourquoi n'a-t-il pas voulu s'adapter? Qu'est-ce qu'il dit en conférence de presse surtout quand les questions lui sont posées?
Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il peut évoluer? On a arrêté de lui poser ces questions-là parce que de toute façon, il ne les répondait jamais. Mais la saison dernière, finalement, on a très vite compris. Ils ont gagné leurs 10 premiers matchs de championnat. Enfin, ils étaient invaincus leurs 10 premiers matchs de championnat. Ils étaient premiers après 10 journées la saison dernière. Ça se passait très bien. Et puis, il y a ce match contre Chelsea à domicile où ils jouent à 9. Et à 9, ils continuent à vouloir attaquer tout le temps avec cette ligne défensive au milieu de terrain, quasiment. Ils se faisaient percer, trouer par Nico Jackson et Cole Palmer et Caicedo et toute l'équipe de Chelsea qui a fini par gagner forcément cette rencontre-là. Et quand on lui a demandé après, mais pourquoi vous continuez à jouer cette ligne défensive super haute, complètement suicidaire, il a dit non, mais moi je ne changerai jamais, c'est mon style de jeu, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Et depuis, ça, à part peut-être quelques petites altérations par-ci, par-là, ça a toujours été comme ça. Et malheureusement, à ce niveau-là, c'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Et puis Rémi, comme souvent dans ce genre de situation, l'ambiance se dégrade. Ouais, et c'est Ange Postecoglou qui le disait parce que il a évoqué en conférence de presse une taupe dans le club qui donnait notamment des informations sur la composition de son équipe. Et on peut dire que pour le coup, Ange avait le démon en conférence de presse. Look, there's no doubt we got a leak inside the club. Somebody continues to leak out information they have all year. I don't know why. It doesn't help us. It just makes our job more difficult. We try really hard to sort of keep things in-house like all clubs because what you don't want on game day is opposition being aware of any sort of team selections, but we got somebody within our camp who continually gives out information. We've narrowed it down. I've been looking at it for quite a while, kind of have a fair idea of where it's coming from. We'll deal with it, but it's not helpful to us. Like I said, half of it's misinformation, half of it's half the information, but irrespectively, it certainly doesn't help our cause because on game day what you want to try and do is keep as much information in-house. We try really hard to find out information about the opposition, very hard to. But with us, somebody has an open line to what we do, and it's disappointing because you'd like to think that everyone who's in our camp is working with us, not against us. Julien, c'est qui la taupe? C'est une bonne question ça. Mais à partir si tu commences déjà à te soucier de la taupe, Bah évidemment, c'est terminé. comme d'hab. C'est terminé. Ouais, comme d'hab, oui, on l'a connu tellement de fois en France, enfin partout, même pas qu'en Encore France. récemment à Marseille d'ailleurs. Voilà, Ouais. récemment à Marseille, effectivement, avec des Herbis. Mais si tu penses vraiment que ton problème principal dans cette saison catastrophique, c'est s'il y a quelqu'un dans ton effectif, mais comme dans tous les clubs, partout, nos journalistes à nous, à RMC, avec le PSG, à Marseille, à Lyon, où vous voulez, on a tous des contacts dans tous les clubs, c'est normal, c'est comme ça que ça marche, c'est le business, ça fait partie du truc. Et si tu commences à te soucier de ça plus qu'à ta propre équipe ou ta propre tactique à toi, c'est que tu n'as rien compris, et deux, que tu as déjà tout perdu. Et je pense qu'il le sait très bien, de toute façon, qu'il ne sera plus la saison prochaine. Donc c'est pour ça qu'il est un peu en freestyle parfois dans ses conférences de presse maintenant. Mais c'était vraiment tombé très bas, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que quand on parle de taupe, c'est que déjà il est déjà trop tard en fait. Tu utilises un joker qui marche plus, c'est la taupe, c'est pas de ta faute, c'est tout le monde contre nous. Alors que forcément, quand il y a ce genre, on va dire, de problème, c'est que déjà sur le terrain ça va pas. Alors, c'est quoi son avenir? Je rappelle qu'il est sous contrat encore jusqu'en 2027. Attends, j'avais noté ça. Jules, je sais pas si tu l'as encore en tête, la prolongation Ouais, de Postecoglou. encore 2 saisons. 2027. Quoi qu'il arrive, on parlera tout à l'heure de la Ligue Europa, bien sûr. Tottenham est en demi-finale. Son sort est scellé désormais. Il ne sera pas le coach des Hotspurs saison prochaine. Ouais, je pense effectivement. Moi, on me dit que c'est la tendance, absolument. Que même s'il remporte la Ligue Europa, il sera plus là la saison prochaine. Il en a un petit peu parlé lui-même l'autre jour. D'abord, dans un premier temps, il avait dit. De toute façon, je suis vers la porte de sortie, vous le savez tous, il a dit. Et puis après, quand ils se sont qualifiés pour la demi-finale contre Francfort, en battant Francfort, il a dit il faudra que vous allez encore me supporter encore un peu plus longtemps, parce que je pense que s'ils avaient été éliminés par Francfort, il aurait sauté à ce moment-là. Donc là, forcément, ils vont lui laisser cette demi-finale contre Bodo Glimt qui les Anglais ont ce mot qu'ils disent Spursy. Donc quand quelque chose et inattendu un petit peu, c'est très Spursy. Donc par exemple que Tottenham perde contre Bodo Glimt alors qu'ils sont archi favoris, c'est impossible qu'ils perdent contre un club norvégien pareil qui n'a jamais été aussi loin. C'est Spursy, exactement. J'aime bien, je ne connaissais pas, d'accord. Voilà, c'est Spursy. Donc tout le monde parle de Spursiness, de Spursy tout le temps, dès qu'il y a un truc comme ça un petit peu qui se passe. Et donc ils vont lui laisser cette demi-finale forcément. Mais c'est vrai que je pense que lui il le sait déjà, et on sait aussi que Tottenham cherche déjà son successeur et se renseigne et contacte des entraîneurs à droite à gauche, de Iraola à Bournemouth par exemple, jusqu'à Thomas Frank à Brentford, donc c'est pas très loin non plus. Mais effectivement, je pense qu'il sera plus là
la saison prochaine, peu importe ce qui va arriver en Europa League. Bon, il est très sûr de lui, ce coach. Il a affirmé aussi récemment, je gagne toujours des choses dès ma 2e année. On parlera tout à l'heure de la Ligue Europa. Parlons de l'effectif aussi, car il manque, c'est vrai, par rapport à d'autres saisons récentes dans l'histoire de Tottenham, des top joueurs. Le seul qui est encore là finalement, on parlera de Kulusevski aussi dans un instant, c'est Hugminson. Et Rémi, il est méconnaissable cette saison. C'est sûr qu'en termes de statistiques, on a connu mieux. Cette saison, toute compétition confondue, c'est 43 matchs, 11 buts et 9 passes décisives, me semble. Mais en PL, saison après saison, on voit qu'il a tenu certains standards, mais que c'est pas les mêmes cette saison. En 2023-2024, c'était 35 matchs, 17 buts et 10 passes décisives. En 2022-2023, la dernière saison avec Harry Kane, c'était 36 matchs, 10 buts et 6 passes décisives. Et la saison 2021-2022, 35 matchs, 23 buts, 7 passes décisives. On voit qu'il est en dessous de ses standards habituels. Après, il faut dire qu'il prend de l'âge aussi. Il a plus de 32 ans. 32 ans, c'est ça. 32 ans maintenant, qu'il a pu Harry Kane aussi pour lui, pour lui donner les ballons parce qu'ils avaient un rapport très particulier tous les deux. Et c'est ça aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que peut-être que Ange Postecoglou a eu, on va dire, un temps d'adaptation où tout le monde lui a laissé le temps de s'installer parce qu'il y avait aussi le départ d'Harry Kane. Là, c'est l'année vraiment où il n'est vraiment plus là et je trouve on voit peut-être aussi un petit peu plus ses défauts. Comment tu l'expliques? Alors, il y a eu la saison dernière, même s'il a fini la saison à 17 buts, l'excuse il est orphelin de son pote Harry Kane. Ils étaient potes sur le terrain, mais également un peu dans la vie. Ils se rendaient ensemble à son entraînement, Julien. C'est juste l'histoire banale d'un joueur déclinant parce que l'âge avance, tu penses? Ouais, un petit peu. C'est vrai qu'on a vu son talent, mais pas de façon continue cette saison, par moments comme ça, des moments brillants, parce qu'il est brillant, bien sûr, qu'il n'a pas forcément perdu beaucoup de sa vitesse, qui a fait sa force, mais qu'il est un peu plus blessé. Et là, je crois qu'il a joué que 28 matchs de Première Ligue, par exemple, cette saison, sur les 34, donc c'est pas beaucoup, il n'en a pas raté non plus des centaines, mais tu sens un petit peu moins frais, moins prêt physiquement. Et puis je pense que, comme beaucoup de joueurs de ce calibre-là, tu es aussi très dépendant du collectif autour de toi. Si c'est un peu le bordel, si ça va dans tous les sens, si c'est chaotique, toi, tu vas en souffrir, et je pense qu'il en souffre, contrairement à ce qu'on avait pu voir, même la saison dernière, c'est un petit peu différent, mais surtout avant, les grandes années de Pochettino, par exemple, où tout était tellement structuré, chacun savait exactement ce qu'il devait faire, c'était tellement bien huilé, ça tournait tout seul finalement, et puis même après le départ de Pochettino, c'était des équipes, d'accord, Nuno, c'est pas génial, Mourinho, c'est pas génial, Conte, c'est pas génial dans le football qu'on a pu voir à Tottenham, mais dans l'organisation, c'est autre chose que le handball. Mais handball, c'est génial parfois parce qu'effectivement, tu vas gagner 5-4. Mais je pense que pour être en tant que joueur sur le terrain, et c'est pour ça d'ailleurs que le vestiaire l'a lâché un petit peu aussi, c'est parce qu'à un moment, c'est plus possible. Quand Hugminson a connu des entraîneurs comme il a connu et que tu passes à ça, où c'est le football du quartier en bas, quand tu joues avec les copains, et puis il n'y a pas d'attaquant, pas de défenseur, c'est un peu tout le monde fait un peu tous les postes. C'est ça finalement Tottenham cette saison. Et pour un joueur comme Son, à mon avis, c'est difficile. C'est vraiment difficile déjà d'y croire et de pouvoir évoluer à son meilleur niveau. C'est déjà sa 10e saison qu'il va achever dans quelques semaines. Il a beaucoup joué. Il a prolongé quand même en début d'année jusqu'en 2026. Il arrive en fin de contrat en 2025. Son avenir, Julien, même s'il a prolongé, s'inscrit encore à Tottenham ou pas, tu penses, toi? C'était une prolongation automatique du club. Et ils avaient un an supplémentaire qu'eux pouvaient actionner sans son accord à lui. Je pense que la saison dernière, l'été dernier, les deux derniers étés, je pense qu'il aurait voulu partir. Mais c'est un peu, à 33 ans, les clubs dont il rêve aujourd'hui, des clubs espagnols, des clubs italiens, c'est plus possible. Ils n'iront plus chercher Son maintenant, c'est terminé. Donc il va rester à mon avis la saison prochaine. Je ne sais pas ce qu'il fera après, mais d'un côté, c'est beau qu'il soit resté aussi longtemps dans ce club-là, même s'il n'a jamais rien gagné. Mais d'un autre côté, tu te dis qu'est-ce que ça aurait pu être s'il avait été dans un meilleur club encore, parce qu'à son pic, c'était vraiment exceptionnel. Ah oui. Et puis pas oublier que c'est un international sud-coréen et que forcément pour les trêves internationales, enchaîner les déplacements comme il peut le faire à l'autre bout du monde, forcément au bout d'un moment ça commence à peser. Après je sais pas, je parle sous ton contrôle Julien, mais peut-être le voir évoluer aussi dans un autre poste maintenant, parce qu'il a souvent été sur l'aile ou à la pointe de l'attaque, peut-être dans un rôle de meneur de jeu. Est-ce qu'il en a les qualités? Ça lui est déjà arrivé de jouer à ce poste-là, mais c'est peut-être une solution pour peut-être retrouver un renouveau. Voilà pour Hugminson. Alors, faisons un point sur les déceptions, Julien, cette saison à Tottenham, les individualités, bien sûr. Moi, j'ai listé Dominique Solanke, rappelons, acheté 75 millions d'euros l'été dernier, 7 buts en Première Ligue cette saison. Christian Romero, James Maddison, tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu en rajoutes, Julien?
Ouais, je pense que oui, tu as raison. Après, Romero, et pour les blessures, c'est un super défenseur, vraiment, mais pour les blessures, pour les fautes d'inattention, les fautes de concentration, les erreurs de concentration, c'est sûr. Van de Ven pour toutes les blessures, parce que lui aussi, c'est très fort, c'est le joueur le plus rapide de Première Ligue, mais il est trop souvent blessé encore, malheureusement. Madison, tu l'as dit, même un Bentancur, qui est un super joueur. Mais même Kulusevski, finalement, en fait, ils sont tous passés par des périodes très compliquées parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, on l'a dit, mais vraiment beaucoup de blessures. Sincèrement, sans vouloir chercher d'excuses à Postecoglou ou au club, à un moment, ils ont eu des 12 joueurs à l'infirmerie, des 14 joueurs à l'infirmerie. Ils ont dû faire jouer des joueurs dans d'autres positions, des jeunes joueurs qui n'étaient pas prêts pour ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'ils ont galéré à un moment. Ça, c'est sûr, il faut le reconnaître. Mais oui, les leaders ont été bien trop décevants. Mais en fait, tu peux tous les mettre dans ce sac-là, hein, sincèrement. Solanke, Richarlison, finalement, il n'y a que un petit peu les jeunes comme Verval qui est un peu une révélation. Même à Archie Gray, il a fait ce qu'il a pu, mais il a plutôt été pas mal parfois. Jed Spence, la même chose. Pape Matar, qu'on connaissait bien en France, pareil, mais dans les gros joueurs, c'est pas suffisant. Bissouma, Madison, Bentancur, Kulusevski, Son, Timo Werner, c'est même plus un joueur de foot. Solanke, tu as dit, tu as payé très cher. Non, franchement, c'est très compliqué quand tu regardes les performances de ces joueurs-là qui devraient être vraiment tes leaders sur le terrain. Rémi. On a notamment il a cité Mickey Van de Ven Au niveau des blessures. Au niveau des blessures qui caractérisent tout à fait la saison de Tottenham. Bah, on s'est amusé à compter, hein. Il a raté 30 matchs cette saison, soit 134 jours pour des blessures diverses, hein, au genou, à la cuisse. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Wilson Odobert, hein, qui était recruté 30 millions cet été, le jeune Français qui a été touché à l'ischio. Il a manqué 34 matchs. Richarlison, on en parlait tout à l'heure, c'est 37 matchs loupés à cause de diverses blessures là aussi, au mollet, à l'aine, à l'ischio. Puis enfin, Dominique Solanke, 13 matchs ratés pour des blessures au genou et à la malléole. Donc tout ça pour dire que, comme le disait Julien, c'est-à-dire qu'il y a évidemment sur le terrain, et puis il y a aussi à l'infirmerie. Quand ton équipe est malade, tu peux pas faire grand-chose. Et bien sûr. Ils ont changé 2 fois de staff médical en 2 ans. Mais voilà. Donc clairement, ils pointent du doigt le docteur, le docteur et tout ça, les kinés, tout ce que vous voulez. Et ça fait quand même beaucoup de changements, même dans la cellule médicale, pour avoir une continuité qui pourrait te permettre d'être un peu plus organisé, un peu plus structuré. C'est dingue, on a tous les symptômes d'une saison ratée et d'un club qui va mal. On va parler dans un instant de Daniel Levy, le grand patron bien sûr. Il y a eu un mercato d'hiver qui était un peu à contre-temps, Julien aussi. On rappelle, 2 joueurs qu'on connaît bien, nous ici, Mathys Tel et Kevin Danso, qui sont arrivés cet hiver. Est-ce que ces choix étaient pertinents? On verra, on va attendre, bien sûr. Ils sont arrivés il y a 4 mois seulement à Tottenham. Mais quel bilan tu en fais depuis leur arrivée? C'est un petit peu dur pour Mathys Tel, surtout parce qu'il voulait partir du Bayern. Il avait plein d'offres. Vraiment, il y avait plein de clubs qui s'intéressaient à lui. Il a choisi Tottenham alors qu'il ne voulait pas y aller au départ. Il a changé d'avis parce qu'ils ont vraiment fait le maximum pour le recruter. Et puis, tu arrives dans une équipe où, encore une fois, c'est tellement difficile de t'exprimer, je trouve. Donc, il a marqué 2 buts, un en championnat, un en Coupe d'Angleterre, si je ne me trompe pas, ou un en Coupe d'Europe et un en Coupe d'Angleterre. Il a quelques occasions. Tu vois qu'il y a du talent, bien sûr, sur le côté gauche souvent. Alors pour moi, il est quand même meilleur en tant que deuxième attaquant de soutien. Et donc c'est compliqué pour lui. Il voudrait le garder, mais pas au prix que le Bayern en veut. Donc pas pour les 60 millions d'euros qui est la clause. La clause pour transformer son prêt en transfert définitif, pardon. Je sais pas, ça pourrait se négocier plus bas, mais ça dépendra aussi de l'entraîneur qui va arriver. Et c'est vrai que ça n'a pas été, par rapport aux attentes qu'on avait, et moi le premier, ça n'a pas été à ce niveau-là, mais je comprends pourquoi aussi il a un petit peu galéré. Alors, venons-en au grand patron, l'historique Daniel Levy, président du club depuis 2001 déjà. 24 ans qu'il est le patron de Tottenham, un seul trophée sous sa présidence, une League Cup en 2008, et c'est tout. Julien, quelle est sa part de responsabilité? Déjà, le choix des coachs est récent et dingue. Il n'y a aucune cohérence. En 5 ans, tu passes de Pochettino à Mourinho, à Nuno Espirito Santos, à Conte, à Postecoglou. Il n'y a aucune ligne, j'allais dire éditoriale, ligne sportive en tout cas. Ouais, c'est ça, aucune stabilité non plus. À aucun moment tu t'inscris dans la durée non plus, parce qu'il y a plein d'erreurs de casting finalement dans tout ça, dans tous les noms que tu viens de citer. Postecoglou, c'était assez clair que finalement, oui, au début ça a marché, c'était bien, mais après vous voyez bien que tu pouvais rien construire avec lui. Tu construis pas avec un coach qui a une telle philosophie, un tel style de jeu, c'est pas possible. Donc oui, il y a plein d'erreurs. Daniel Levy, pour moi, c'est, même s'il partira jamais, en plus il tient 10% des parts et le reste étant détenu par, quasiment tout le reste, par Joe Louis, qui est
qui a 85 ans, qui vit sur une île paradisiaque, très loin de l'Angleterre, très loin de Tottenham, qui vient jamais au stade, qui n'en a rien à faire de ce club-là, mais qui détient encore 80% des parts. Et pour Daniel Levy, c'est lui qui gère le club. C'est un très très bon businessman, ça c'est sûr. C'est un très bon négociateur. Tous les gens qui travaillent avec lui ou qui ont eu affaire avec lui le disent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il est brillant, il est très intelligent. Mais à un moment, il faut autre chose pour bien diriger ton club de foot. Il est resté longtemps sans vouloir investir dans l'équipe, sous Pochettino notamment. Même là encore, dans les transferts qu'il peut faire, il y a beaucoup d'erreurs. Il veut toujours aller réduire les prix au maximum. Il y a le stade qui leur a coûté énormément d'argent, qui est un magnifique stade, mais qui leur a coûté très cher et qui n'est pas encore rentable, loin de là. Donc il y a eu beaucoup de choses que Daniel Levy a faites qui n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de supporters de Tottenham voudraient qu'il s'en aille, voudraient un changement à ce niveau-là, mais il partira pas, c'est pas possible. Il n'y a pas de vente. Il y a eu des rumeurs de vente il y a quelques mois. Je sais qu'aussi, on parlait du PSG pour éventuellement racheter Tottenham. Je rappelle que le club est détenu par le fonds d'investissement ENIC, dont Levy est le directeur de gestion. C'est encore d'actualité ou toi tu penses que non, il lâchera jamais? Oui, moi on me dit qu'il est toujours en vente en fait, qu'ils sont toujours là si D'accord. quelqu'un est intéressé, qu'il les contacte. Mais bon, voilà, pour l'instant, rien de plus que ça. Quel est le bilan également mercato de Daniel Levy depuis son arrivée en 2001? Il a quand même envoyé, même s'il est négociateur, il a envoyé l'oseille. Ouais, alors Julien le disait, c'est un fin négociateur, en tout cas pour vendre, parce que on se souvient qu'à Harry Kane, il y avait eu pas mal de négociations jusqu'aux dernières secondes où Harry Kane attendait sur le tarmac à Munich avant de signer. Il était dans la voiture pour savoir s'il devait signer ou pas à Munich. Il peut rappeler aussi que c'est lui qui a joué un rôle assez déterminant dans l'arrivée de Matistel, puisqu'il avait été le voir à son petit déjeuner à l'hôtel pour essayer de le convaincre. En revanche, en termes de vente, là c'est autre chose, parce qu'on s'est amusé à regarder sur les 10 plus grosses ventes de l'histoire de Tottenham. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dominique Solanke, Les plus gros Johnson. achats, tu veux dire? Oui, les plus gros achats, pardon. Dominique Solanke, Johnson, Maddison, Gray, Porro et Van de Ven, qui ont été réalisés lors des 2 dernières saisons et qui ont coûté beaucoup d'argent. On le disait tout à l'heure, Solanke, c'est à peu près 65 millions d'euros. Johnson, c'est 55. Maddison, c'est 45. Alors, après, certes, il y a eu tout l'argent qu'a récupéré Tottenham du transfert de Harry Kane, mais on va dire que pour l'investir, c'était autre chose. C'est un fin négociateur, mais c'est peut-être pas aussi bon pour acheter. Et puis là, tu sais, des joueurs, c'est quasiment que des crashs. On va attendre pour Solanke sur une deuxième saison éventuelle, mais Richarlison, c'est raté également jusqu'à présent. Julien, Ouais. pour le coup, il n'a pas eu le nez creux, Daniel Levy. Il n'est pas Non, seul, et puis- il a un staff autour de lui aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, il a des directeurs sportifs qui d'ailleurs changent beaucoup aussi. Ouais. Ça montre un petit peu, encore une fois, l'absence de direction pour ce club-là, l'absence de stabilité à tous les niveaux du club. On a parlé de l'entraîneur ou des entraîneurs, du staff médical, du directeur sportif. Maintenant, il n'y a que Levy finalement qui est la seule stabilité dans ce club sur les 20 dernières années, même plus que ça, tu l'as dit, Nico. Et c'est vrai que je sais pas, même lui, il doit bien voir que ça marche. L'autre jour, il a pris l'essence à côté de moi. On avait les 2 voitures côte à côte à la pompe à essence. J'ai fait un petit signe Vous de avez la la tête, même il m'a fait un voiture petit ou pas signe de la tête. Quasiment. On T'as a réussi à 2 faire grosses un voitures, mais meilleur pas la plan. même marque. Je peux pas trop dire, mais la mienne est mieux. La mienne est mieux. La mienne est mieux. Mais oui, et je pense que lui, sincèrement, il ne doit pas être content non plus de voir son équipe à ce niveau-là. Alors oui, il y a la Ligue Europa qui reste le rêve absolu et ça te permettrait de te qualifier pour la Ligue des Champions. En plus, ils ont vraiment besoin de cet argent en Ligue des Champions en plus la saison prochaine. Mais lui ne doit pas être satisfait non plus. Mais je me demande, j'ai l'impression qu'il n'y a pas finalement de remise en cause personnelle de sa part. Sinon on ne serait pas encore là à parler d'une autre saison décevante de Tottenham, parce que finalement, il y en a eu beaucoup sur les 20 dernières années, des saisons décevantes. Trop même. Alors, vous n'avez pas la même voiture? Vas-y, Rémi, excuse-moi. Ouais, non, juste pour ajouter aussi, parce que tu parlais du directeur sportif, je me souviens que Fabio Paratici était arrivé Ouais. à Tottenham et puis il est parti aussi vite qu'il arrivait quasiment, parce que voilà, il y avait cette affaire de match truqué. Enfin bref, il était mêlé dans des sombres affaires par rapport à son passé à la Juventus, ce qui l'avait forcé à arrêter en fait son métier de directeur sportif. Je disais, Julien, vous avez presque la même voiture, mais avez-vous presque le même salaire avec Daniel Levy? J'ai vu ça aujourd'hui là dans la presse anglaise. Écoutez bien, 4,3 millions d'euros de salaire annuel la saison dernière, 23-24. Près de 50 millions d'euros depuis le début de sa présidence en 2001. Patron de club le mieux payé d'Angleterre, Daniel Levy. Voilà. Et C'est le connu pire. ça. Non, mais juste pour finir, le pire, c'est même pas ça, Nico. C'est qu'il gagne plus que 90% de son effectif. Et ça, c'est pas normal. Et il marque Exactement. Ça, Beaucoup de qu'ils temps, veulent pas en plus. dépenser l'argent, je veux bien comprendre, mais à un moment, c'est pas possible que C'est tu fou. sois le C'est 4e mieux payé de ton effectif. C'est pas possible.
Mais Tottenham, tu l'as dit, peut sauver sa saison, peut remporter encore son plus prestigieux trophée au XXIe siècle, sa deuxième Coupe d'Europe, 62 ans après une Coupe des Coupes. C'est inespéré, surtout une demi-finale. Tout à l'heure, tu l'as dit, contre la surprise norvégienne Bodo Glimt. L'aller à Londres jeudi 1er mai. La présence de Tottenham en demi-finale. Est-ce qu'elle ne rend pas hommage justement à la Ligue Europa, mon cher Julien ? Tottenham, catastrophique en Première Ligue, et en demi-finale. C'est pas une super pub pour la Ligue Europa. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai aussi. Mais ils sont allés la chercher cette place en demi-finale, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Ils sont allés la chercher, bien sûr. Et voilà, contre Francfort, c'était pas facile. Ils ont fait 2 très bons matchs à l'aller et au retour en Allemagne. Avant ça, ils ont eu quand même des matchs qui n'étaient pas non plus trop compliqués. Il faut le reconnaître non plus. Hein. C'est pas comme s'ils avaient joué le Real, le Barça, le PSG, le Bayern, etc., etc. Mais c'est pas grave. Ils sont là où ils sont parce qu'ils sont allés le chercher. Et oui, ils sont encore en course. Pour moi, c'est impossible qu'ils perdent contre Bodo Glimt. Je suis désolé, c'est pas possible. C'est même pas, ça sert à rien d'y. Impossible, c'est impossible. Donc ils iront en finale et ce sera United ou Athletic Club de Bilbao à San Mamés en plus. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que c'est quasiment inespéré qu'ils soient dans cette position-là. Tu les sens capables d'aller au bout vraiment face à United ou Bilbao en finale ? Oui, parce que sur un match, sur une finale, même sur un aller-retour, Bodo Glimt, ils sont largement supérieurs à Bodo Glimt. Donc ça va passer encore une fois. Et après, ça jouera sur une finale. On les a vus être capables d'aller mettre 4-0 à City, par exemple, mais on les a vus capables de perdre contre Leicester à domicile 2-1 parce qu'ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. Donc avec eux, tu sais pas. Mais sur la durée, c'est impossible sur une saison de 50-60 matchs d'avoir une bonne saison à cause de ça, justement, parce que c'est parfois le jour et la nuit. Mais sur un match, sur 90 minutes ou 120 minutes, tout est possible avec eux. Rémi. Tout est possible. Et puis je me mets surtout à la place des supporters de Tottenham où bon, tu perds ton meilleur joueur, tu investis sur des mauvais. Et puis en plus, tu vois l'ennemi juré Arsenal terminer devant toi au classement. Et puis limite, pouvoir peut-être gagner sa première Ligue des Champions. Quand toi, tu joues une demi-finale d'Europa League, si jamais ils sont éliminés en plus contre Bodo Glimt, alors que Arsenal, c'est potentiellement contre le Paris SG, tu te dis vraiment que tu vis une saison cauchemar. Oui, mais paradoxalement. Spursy, si tu gagnes, c'est ton plus gros trophée de ton histoire. Aussi, lors d'une de tes pires saisons de ton histoire. Merci Julien Laurence, merci Rémi Dumont. Merci les gars. Merci de nous avoir suivis également. On retourne la semaine prochaine. Avec plaisir. On parlera de cette demi-finale à la Ligue Europa. Bye bye. RMC After Angleterre.